Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Yorana Joy! Yorana! Merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la maternité et plus exactement de ce changement qui est de devenir maman. On va parler aussi d'équilibre, de nouveautés, de conseils. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous en dises un peu plus sur toi. Alors, donc moi c'est Joy. J'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans. Je suis naturopathe. Donc j'ai fait mes études au Canada. Je suis originaire d'ici. Je suis partie faire mes études au Canada à la base pour faire de la psychologie. Donc j'ai fait ma licence en psycho. Et ensuite, par rapport à ce qui m'arrivait dans la vie, c'est-à-dire un gros changement de vie entre Tahiti et le Canada, des petits soucis de santé qui se soient exacerbés là-bas, en fait, naturellement, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pouvait m'aider à me sentir mieux dans ma peau et à regagner de l'énergie. Et en fait, c'est comme ça que la naturopathie est venue à moi et que j'ai décidé de pas poursuivre en psycho et de me tourner sur la naturo. J'ai adoré. On a vécu là-bas avec mon chéri pendant 10 ans et on est rentré avec la crise Covid, un peu comme beaucoup de monde. Et voilà. Et depuis, je suis à Tahiti à mon compte comme naturo et maintenant maman. Avant même de parler de ton rôle de maman, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur la naturopathie. Tu disais que c'est venu à toi. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier? Alors du coup pour moi j'ai toujours eu des problèmes de peau, donc de l'acné depuis très jeune, depuis je pense que j'avais 11 ans et je commençais à faire de l'acné. Pourtant je suis pas quelqu'un de très maquillage et tout ça, mais en fait depuis que j'ai 11 ans, je mettais du fond de teint tout le temps. C'est la seule chose que je savais mettre et c'était vraiment très moche parce que du coup je mettais qu'une grosse couche de fond de teint. Mais voilà, ça m'a un peu poursuivie. Du coup, j'ai commencé la pilule à cause de ça. C'est jamais vraiment parti. J'ai pris plein de compléments, plein de trucs. En fait, tout ce que tu peux imaginer. J'ai fait du laser, vraiment tout. Rien n'a fonctionné. Quand je suis allée au Canada, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait beaucoup moins de sport, j'étais quand même très sportive à Tahiti et en arrivant au Canada, j'ai connu ce que c'était que l'hiver, j'ai pas mal arrêté et en fait, non seulement j'avais toujours de l'acné, voire pire, et en plus j'avais pris du poids. Et puis j'ai jamais été quelqu'un qui faisait vraiment attention à mon assiette. En fait, naturellement, avec ma maman, on mangeait quand même sain. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. En fait, je mangeais ce qu'il y avait dans mon assiette, tout simplement. Et arrivé au Canada, je mangeais ce qui me plaisait de manger. Donc ça avait vraiment plus rien à voir. Honnêtement, c'était pas très sain. Et puis c'est comme ça, en fait, en essayant de chercher des solutions, que j'ai commencé à voir que si tu manges ci ou ça, peut-être que ta peau peut être plus belle, si tu bois plus d'eau, enfin des trucs vraiment très bêtes, tu vois. Mais au final, j'étais tellement désespérée que le moindre petit truc, je le prenais. Et j'avais mes petites notes et je savais que voilà, il fallait que je change tout. Et au Canada, il y a eu le premier festival vegan. Il y a eu un gros challenge qui a été fait, monté sur Facebook, 2 semaines pour être vegan, avec des salons un peu partout. Et je me suis dit, allez, c'est ma chance, je vais faire le challenge. En plus de ça, moi, j'étais pas du tout une grande mangeuse de légumes. Je mangeais quasiment pas de fruits. Moi, c'était vraiment des biscuits tout le temps. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, c'est un challenge, j'y vais. Et en fait, je faisais même pas attention à si j'aimais ou pas. J'essayais juste de me dire, ça c'est bon pour ça c'est bon pour ça. Et c'était vraiment de l'alimentation thérapeutique. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, je suis restée 4 ans végane à partir de là. Et en fait, ma santé, elle a complètement changé pour le mieux. Et du coup, c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte du pouvoir de l'alimentation sur le corps, sur la santé. J'ai toujours voulu travailler dans l'aide du prochain, donc c'est pour ça que j'ai fait de la psycho. La médecine m'intéressait pas tant que ça. Donc je suis allée en psycho parce que pour moi c'était tout ce qui pouvait aider en dehors de la médecine.
Et puis ensuite, je me suis dit bon bah du coup l'alimentation c'est top, peut-être que je devrais faire nutritionniste ou diététicienne, mais je me voyais pas non plus travailler que sur l'assiette, tu vois. Et au final, je sais plus comment, je suis tombée sur une naturopathe québécoise très connue et ça m'a inspirée. Et donc là, j'ai vu que ok, c'est l'alimentation, mais en fait c'est aussi le sport, mais en fait c'est aussi l'entourage. Et puis en fait, il y avait tellement de choses, je trouvais que c'était ultra complet. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça. Voilà, ça a été un peu le déclic. Est-ce que tu dirais que la naturopathie, justement, elle t'a aidé aussi dans ton nouveau rôle de maman? Oui, beaucoup, parce que ça m'a appris l'équilibre. Quelque chose que je savais déjà, justement, le fait d'avoir été très gourmande toute ma vie, et même jusqu'à aujourd'hui, j'adore les biscuits, c'est vraiment mon péché mignon, tu vois. Mais, euh, mais voilà, de se dire, d'apprendre à lâcher prise, tu vois, de se dire que bon bah c'est pas toujours parfait, mais l'important c'est l'équilibre en fait, que ce soit dans l'assiette ou dans le mode de vie, c'est ça qui compte. Donc dans mon rôle de maman, évidemment, il y a eu plein de moments difficiles et il y avait plein de moments où j'avais pas envie de faire attention à ma santé, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Mais c'est pas grave parce que du coup, dès que ça allait un petit peu mieux, j'arrivais à retourner la balance, tu vois, et finalement à me rattraper. Et puis après, ça continue. Et je pense que ça va continuer longtemps encore comme ça. Mais ouais, ça va. J'ai bien appris quand même. Ça a été quoi, justement, tes plus grands défis en devenant maman? Alors le plus grand, ça a été la fatigue. Franchement, ça a été le plus grand défi que j'ai eu. Je m'attendais pas à être aussi fatiguée, même si tout le monde te le dit, hein. Voilà, quand t'es maman, t'as plus le temps, t'es fatiguée, t'es stressée. On te le dit, mais je pense que tu t'en rends pas compte tout de suite. Et même en étant maman, les premiers mois, je m'en rendais pas vraiment compte parce que je me disais, surtout les premiers mois, tu te dis, bon, bah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Jusqu'à que ça fasse 1 an, et tu te dis, bon, est-ce que c'est toujours normal? Mais, et puis les tout premiers mois, c'est l'euphorie, donc t'es éveillé en même temps que tu veux être éveillé, donc tu fais pas trop attention. Et en fait, je pense que c'est au bout de, je sais pas, moi 9, 10, 12 mois, tu commences vraiment à sentir le poids de la fatigue qui te rattrape. Moi, je le dis à tout le monde, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 1 an, tu vois. C'est fou. Mais ça a été vraiment le plus gros challenge. Et comment tu as fait face? En demandant de l'aide. En fait, tu le demandes même plus parce que les gens, ils ont pitié de toi. Mais déjà, d'avoir une super communication avec ton chéri, c'est primordial parce que quand c'est comme ça, t'as besoin vraiment, parce que quand t'es fatigué, forcément, t'es plus exécrable qu'autrefois. Donc, du coup, d'avoir une super communication avec ton conjoint, c'est important pour qu'on sache, ok, il est à cran, je le prends pas personnel, c'est normal, ça va passer, c'est une phase, tu vois. Et, et en plus de ça, donc, tu vois, des fois, on se disait, bon, ben, qui nous donne le plus d'énergie? Ok, tu sais quoi, moi, je vais le prendre pendant 2 heures, va te reposer, on échangera plus tard, tu vois. Donc, déjà, des choses comme ça, toutes simples. Et puis après, l'entourage même de la famille étendue, qui peut garder bébé une journée, une nuit, enfin, ça, c'est ce qui va le plus aider parce que tu peux pas remplacer le sommeil. Tu peux bien manger, tu peux avoir un bon mode de vie, mais ça changera rien, quoi. Tu peux pas remplacer le sommeil. Donc, en fait, tu dirais que ce qui t'a permis justement de faire face à ce défi qui était la fatigue, c'est d'être bien entourée. Ouais, carrément. Carrément. Et ça passe... comment on fait pour être bien entourée? Alors déjà, en choisissant la bonne personne, c'est déjà pas mal. Parce que je sais que même si on a, franchement, ma famille, mes parents, les parents de mon chéri, c'est de l'or. Mais même si on les avait pas, je sais qu'on aurait réussi, rien qu'à nous deux, tu vois, la première année, il y a plein de choses qui changent dans le couple. C'est normal. Et ça peut être frustrant, ça peut être décevant, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir vraiment plein de choses, c'est un chamboulement. Mais en même temps, on sait tous les deux que c'est une phase et on sait qu'on a besoin de soutien tous les deux. Et on peut pas en vouloir à l'autre pour des petits trucs. Genre vraiment, on a besoin de se comprendre. Donc ça quand je dis la communication, c'est pour ça en fait. Pour moi, c'était le plus important parce que si en plus on devait se prendre la tête sur des petits trucs, on s'en sortirait pas. Donc là, tu vois, de pouvoir communiquer et dire désolé là, je te fais la gueule, mais c'est parce que je suis énervée, parce que je suis fatiguée et tout, et que l'autre puisse dire ok, bon, c'est quoi, je prends bébé, va te reposer. C'est du luxe. Pour moi, c'est vraiment la base. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi de la chance, tu vois, par rapport à la famille, d'avoir des parents qui sont investis, qui ont envie d'avoir
un petit-fils, tu vois, je sais qu'il y a des parents, du coup, des grands-parents, qui seront peut-être moins investis ou qui sont pas présents, enfin, qui n'ont pas envie d'avoir un petit gosse dans les pattes. Voilà, donc ça, je pense que c'est aussi un gros coup de chance qu'on a d'avoir les parents qu'on a. Et si ceux qui nous écoutent ont cette chance-là, franchement, il faut en profiter. Et puis surtout, t'as des grands-parents, ils attendent que ça, quoi. Donc en profiter au maximum. Oui, parce que il y a deux sujets qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est, tu dis, enfin, c'est une question de chance. Je sais pas si on peut parler de chance, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce truc de trouver des personnes qui sont bienveillantes et compréhensibles et qui sont prêtes à t'aider. Ouais. Et accepter d'être aidé. C'est ça. Et puis après, même dans l'entourage, tu vois, je pense que d'avoir des amis, moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui a été là tout au long de ma grossesse, qui était enceinte en même temps que moi, qui a eu son bébé en même temps que moi et tout. Et tu vois, même dans l'amitié, de pas porter de jugement, de pouvoir être ouvert à 100%, parce que c'est cool d'avoir un conjoint avec qui tu peux partager, avec qui, ok, on peut communiquer et tout, mais des fois, t'as besoin de te défouler aussi de ce qui se passe avec ton conjoint, tu vois. Donc, d'avoir des amis qui sont présents et qui sont vraiment pas dans le jugement. Mais encore une fois, ça vient à la communication, tu vois. C'est ça. Donc, tu dirais que faire face à tout ça, c'est surtout passer par la communication auprès de son conjoint, du papa ou de la maman de l'enfant et de ses proches, quoi. Ouais. Et comment on accepte, parce que alors moi je suis pas maman, je ne sais encore pas du coup ce que ça fait, mais est-ce qu'on n'a pas aussi ce truc de vouloir entre guillemets se débrouiller seul? Ouais. Ouais, carrément. Surtout, moi, je sais que c'est mon talent d'agir. J'ai besoin de tout faire toute seule, de me débrouiller, de montrer aux gens que je sais faire. Et ça a été dur. Et au début, je voulais pas lâcher prise. Tu vois, au début, vraiment, je m'accrochais. Et non, j'ai fait un enfant, c'est pas pour que quelqu'un d'autre le garde. J'assume, c'est mon bébé. Et j'avais vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux pas en fait tout faire tout seul et que si tu veux être une meilleure personne, une meilleure maman, une meilleure conjointe, t'as besoin de souffler aussi. Donc honnêtement, c'est d'accepter d'accepter que tu peux pas être tout à la fois. Tu pourrais, mais tu serais pas bonne en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû comprendre, tu vois, parce que j'aime pas dire je peux pas faire ça, tu vois, je peux pas être tout à la fois. Genre dans ma tête, je me dis mais si, tu peux tout faire. Mais en fait, non, tu le feras pas bien, tu le feras beaucoup moins bien, tu t'auras pas tout l'amour que tu as à donner, t'auras plus la patience, tu vas t'énerver plus facilement, tu vas être à cran, enfin tu perds ta joie de vivre en fait. Donc c'est peut-être difficile sur le moment, mais même moi je me souviens la première fois que j'ai déposé mon fils pour reprendre le travail, je me sentais super mal de le déposer alors qu'il avait déjà, je sais plus moi, au moins 7 mois, tu vois. Et je partais 1 heure. Et je me sentais trop mal. J'étais dans la voiture, j'appelle mon chéri en pleurs pour dire ça y est, j'ai déposé, je l'abandonne et tout. Mais en fait, une fois les 10 premières minutes passées, tu te sens libre en fait, tu vois, tu te sens super libre. Tu dis ok, je reprends ma vie en main, je suis quelqu'un à part entière. Et c'est super important. Et petit à petit, en fait, ça se débloque et tu apprends à faire la part des choses et à lâcher un peu plus. Mais après, on est tous différents, ça va prendre le temps que ça prend pour chaque personne. Mais il faut accepter. C'est drôle, l'acceptation, ça me fait penser à, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais j'aime bien le rappeler. J'ai appris grâce à ma formation en PNL qu'on a toujours le choix dans la vie. En tout cas, on choisit de demander de l'aide ou on choisit de ne pas le faire. C'est vrai qu'on choisit nos choix, ce sont nous qui les faisons. Et il faut pas oublier que parfois, justement, on a d'autres choix. On a le choix de demander de l'aide, on a le choix de déposer avec quelqu'un et ce n'est pas un meilleur ou un moins bon choix. Ou peut-être que ça l'est si on pense à nous, quoi. Ouais. Et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Plein de fois, on se dit, tu vois, des trucs bêtes, avec mon conjoint, on peut se dire, bon, ben, ce soir, on peut le faire garder, ou alors, ce week-end, viens, on va, je sais pas, on fait une excursion pour la journée, mais on le fait en amoureux, tu vois. C'est important aussi de garder la connexion de couple, tu vois, de se détacher du rôle de parent un petit peu. Et même nous deux, des fois, on a du mal. On se planifie tout un week-end et tout. Et en fait, arrivé le week-end, on se dit, mais en fait, lui aussi, il va aimer s'il vient, non? Ça sera cool pour bébé, ça va le faire sortir un petit peu. Et même nous, après, on se convainc que c'est quand même mieux si on amène bébé, il sera mieux avec nous, et puis il va s'amuser, et puis c'est bon pour lui. Et c'est carrément difficile, tu vois, des fois, en fait, je pense que des fois, il faut se forcer aussi. Et
et voilà, prioriser toi, tout seul en tant qu'individu, toi et ton chéri en tant que couple, et ensuite la vie de famille, tu vois. Parce qu'il y a de ça aussi. Enfin, une femme, quand elle devient maman, ça devient une maman. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi de rester femme. Ouais. C'est important. Ouais. Et tu vois, moi, ça m'a pris, je pense, 1 an et demi pour essayer de retrouver mon rôle de femme, mon rôle en fait, me retrouver moi, tu vois. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour moi? Et c'est OK. Ouais, carrément. Et en fait, ça fait même beaucoup de bien. Plus tu te retrouves toi, et en fait, plus tu t'épanouis, et plus tu rentres à la maison tout sourire, et que t'as envie de jouer avec tes enfants, et que t'as envie d'être... En fait, c'est la joie de vivre qui revient aussi, tu vois. C'est différent. Les premiers mois avec un bébé, ben voilà, c'est tout cocooning, t'es vraiment la maman, et c'est ce qu'il faut. Et en fait, chaque période a sa thématique, on va dire, et on évolue tout simplement. Mais après, ça fait du bien de retrouver la femme, quoi. Comment tu as fait justement pour... tu dis que ça t'a pris 1 an et demi, et comment tu as réussi à retrouver cette femme? Laisser le temps au temps. Mon fils, il a été à la garderie, il avait 11 mois. Déjà, ça, c'était une première étape. J'ai eu la chance, en fait, en travaillant à mon compte, de pouvoir le garder ou de jongler avec mes beaux-parents, ma maman qui peut le garder de temps en temps. Et en fait, j'ai profité de lui le plus longtemps possible. C'était vraiment ce que je souhaitais. Mais du coup, ce qui a été bien aussi, ce qui a été génial, c'est que du coup, quand je l'ai déposé à 11 mois à la garderie, c'était aussi un choix. J'étais enfin prête. J'avais passé 11 mois à le couver. J'avais envie de me retrouver, tu vois. Et il y a plein de mamans qui me disaient, tu vas le déposer à la garderie, mais tu vas pleurer, mais ça va être le déchirement. Et en fait, oui, c'est dur, c'est sûr. Mais je me suis sentie libre. Genre vraiment, d'un seul coup, j'étais prête, quoi. J'étais prête quand je l'ai fait. Et ensuite, du coup, petit à petit, le fait qu'il soit à la garderie, moi, j'avais mes journées. Il fallait que je reprenne vraiment le travail plus temps plein. Et puis reprendre la vie à la maison, pouvoir réorganiser les choses. Tout se fait en fait quand même assez naturellement. Et après, franchement, la vie sociale, quoi. Donc, pouvoir revoir des amis, prendre un verre avec des copines, voilà, s'autoriser des petites soirées solo et des petites soirées en couple. Enfin, tout ça, ça joue. Donc, pour moi, ça a été de donner le temps au temps. Quel conseil tu donnerais aux femmes et aux hommes qui nous écoutent d'ailleurs pour réussir à maintenir ce lien social? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il y a plein de fois, t'es dans ta bulle de famille ou dans tes problèmes, dans ta fatigue. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Mais je pense déjà même s'il y a rien de prévu, de continuer à prendre des petites nouvelles des copains, des copines, voir comment tout le monde va, et quand tu le sens, en fait tu le sens, je pense, quand ça fait trop longtemps que t'es pas sorti, que t'as pas vu des amis, même si c'est un peu compliqué au niveau de l'organisation ou quoi, franchement moi je le dis à mon conjoint, là j'ai besoin d'avoir des copines, j'ai besoin de sortir, de m'aérer l'esprit et tout, on s'organise et je le fais. Et c'est le plus important pour moi, c'est de jamais casser le lien avec les amis, tu vois, de pas trop s'isoler. Donc même si tu les vois pas, de se texter de temps en temps, de voir OK, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Si toi t'as des problèmes et que ça va pas, juste le prévenir aussi les amis, tu vois. En ce moment, je suis dans ma bulle, j'ai besoin, voilà, je suis dans mon trou. Mais vous inquiétez pas, bientôt je vais ressortir et ça ira, tu vois. Moi, ça a été ça. Voilà, juste de pas briser ce lien. En fait, de communiquer. Toujours. Voilà. La réponse à la fatigue, c'est de communiquer avec son entourage, de compter sur eux. Et la réponse à garder ces liens, c'est aussi justement de communiquer et de réussir à dire les choses, en fait, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis? Je suppose qu'il y en a plein d'autres. Oui, prendre soin de soi. Donc, oui, il y a la fatigue, mais il n'y a pas que la fatigue. C'est on parle de stress aussi. Ouais, c'est ça. T'as le stress qui est là. T'as la fatigue fait que tu veux plus faire de sport. T'as plus la motivation. Tu manges plus, tu grignotes. Il y a toutes les tâches ménagères qui s'ajoutent quand t'as un enfant. Donc, oui, le rôle de maman, c'est pas juste quand t'es avec l'enfant. En fait, il y a tout qui vient après, et c'est d'accepter aussi ce changement-là, tu vois. Avant, c'est juste toi, ton chéri,
Et en fait, t'as pas tant de bordel quand t'as juste toi et ton chéri. Enfin, ça va, dépendamment de qui vous êtes, tu vois. Mais généralement, ça va. Les choses se font assez facilement. Mais quand t'as un enfant, je peux ranger chez moi 15 fois par jour si c'est le week-end et qu'il est à la maison, tu vois. Donc, ça peut être difficile aussi par rapport à ça. Du coup, un autre gros défi, encore une fois, ça a été d'accepter que t'as passé un cap dans ta vie, que t'as une autre étape et que maintenant c'est comme ça et que voilà, c'est différent, c'est pas moins bien, c'est juste différent et qu'il y a plein de nouvelles choses positives et qui vient avec ses contraintes et voilà, et de le prendre comme il faut, quoi. Au final, ça a été un choix aussi d'avoir un enfant pour nous, donc on accepte tout ce qui va avec. Tu parles de choses positives, à quoi tu penses? Déjà tout l'amour que tu reçois quand t'es maman, la vie de famille, en fait, c'est quelque chose, c'est fou parce que tu t'y attends sans vraiment t'y attendre, tu sais pas trop ce qui va venir, tu sais pas tout ce que tu peux ressentir en fait, mais la vie de famille, ça a son lot de plaisir et d'amour et des fois on est vraiment notre petite bulle et franchement, on changerait ça pour rien au monde. Donc oui, faut ranger la maison plusieurs fois dans la journée et à chaque fois qu'il mange, il en fout partout et voilà, on a un manque de sommeil et tout ça, mais en fait, ça en vaut la peine, quoi. Donc en fait, juste d'avoir un enfant qui est là t'as l'impression que c'est une bulle d'amour qui est là et tout ce qu'il veut c'est sa maman, son papa et en plus les premières années, moi il va avoir 2 ans donc je sais pas pour la suite, mais les 2 premières années t'as l'impression que toutes les semaines il se passe quelque chose, tu vois, donc tu finis jamais d'être excité pour un truc, tu vois, toutes les semaines je texte mes parents, aujourd'hui il a dit ça, aujourd'hui il a fait ça, mais en fait c'est un prodige, mais en fait et c'est trop drôle et ça, je sais pas, ça met de la bonne humeur dans la vie, quoi. Au milieu de tout cet amour et de cette bonne humeur, tu en parlais justement, il y a ces difficultés entre guillemets qui peuvent être de trouver un équilibre, trouver du temps pour soi et donc trouver aussi comment se faire du bien, faire du bien à sa tête et à son corps. Du coup, tu vois, on en parlait tout à l'heure. J'adore aller au cercle de Julia, les cercles de femmes qu'elle organise, du coup avec mon amie qui était enceinte en même temps que moi et tout ça. Et c'est cool parce que du coup, le fait d'avoir une amie qui est maman, elle sait de quoi je parle, tu vois, même si on n'est pas tout à fait la même chose, elle comprend. Et des fois, on se force aussi, tu vois, on se dit, bon, là, on laisse les maris, on laisse les enfants, il faut qu'on sorte, tu vois. Et moi, avec mon chéri, il sait que ça me fait du bien, donc lui aussi, il va m'encourager, tu vois, il va me dire, je sais que t'es fatiguée ce soir, mais vas-y, ça va te faire du bien. À chaque fois que tu reviens de là, t'es de bonne humeur, t'es détendu, donc vas-y. Et moi, pareil pour lui, tu vois, si ses copains, ils ont prévu d'aller boire un verre, je vais lui dire, mais vas-y. Enfin, c'est de s'encourager aussi, tu vois, à sortir et à faire des trucs en solo, justement pour rééquilibrer la donne, quoi, hein, et essayer de se retrouver. Parce que sinon, t'es dans une routine en fait de maman, ménage, faire les courses, enfin voilà, des choses qui sont au bout d'un moment trop redondante, trop fatigante, tu te sens plus toi-même, tu vois. Donc encore une fois, la communication, mais dans le couple, voilà, vraiment de se forcer et de forcer l'autre à faire des choses pour lui aussi. Toi, ça passe par donc ces cercles de femmes. Je vous invite à écouter donc l'épisode avec Julia pour plus d'infos sur les cercles de femmes. Comment t'as eu ce déclic de dire je prends cette heure, ces 2 heures pour moi dans ma semaine ou plus d'ailleurs en fonction. Du coup, c'est mon amie c'est une amie qui m'avait invitée la première fois à y aller. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avoue que j'appréhendais un petit peu. Et en fait, je me suis sortie de là, ça m'a fait tellement du bien. Alors, c'est un exutoire, en même temps, tu te détends. Je t'avoue que quelquefois, j'y allais, je dormais. Mais ça aussi, c'était nécessaire, tu vois. Mais ouais, pour moi, ça juste c'était un déclic. J'ai été une fois et ça m'a fait tellement du bien qu'il fallait que j'y retourne. Après, je peux pas y aller toutes les semaines, tu vois, mais dès que je peux, je le fais. Après, voilà, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être d'aller manger avec ma sœur ou voilà, faire des activités en plein air, aller surfer avec mon chéri. Enfin, il y a plein de petites choses juste de sortir, en fait, et de prendre l'air et de s'aérer la tête. En fait, on en revient un peu à ce truc de se dire,
trouver ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte du bonheur. Ouais. Ça peut être aller marcher, ça peut faire ce cercle, ça peut, je sais pas, être dessiné, peu importe. Ouais. Et essayer de se dire, allez, une fois par semaine, je prends un petit moment. Ouais, carrément. Même moi, je sais que, du coup, j'accompagne des femmes aussi, souvent des mamans qui ont leurs enfants en bas âge, qui travaillent temps plein et qui s'en sortent pas, tu vois. Et du coup, et qui n'ont clairement pas le temps de faire du sport ou d'aller dehors ou quoi. Et en fait, je leur dis, essayez de trouver au moins 10 minutes, 5-10 minutes dans la journée pour faire quelque chose de créatif. En fait, quelque chose qui va venir toucher votre âme et votre enfant intérieur, tu vois. Donc, ça peut être n'importe quoi, parce qu'en 5-10 minutes, tu fais pas grand-chose. Mais tu vois, rien que d'aller cueillir des fleurs, faire un petit bouquet pour décorer ta table, ça rien du tout, mais c'est un petit moment que déjà que t'es en extérieur, donc c'est pas mal. Mais aussi où t'es dans une petite bulle, tu vois. Donc après, si tu sais dessiner, que t'aimes dessiner, ça peut être juste de faire ça. Ça peut aussi juste être d'écouter de la musique, de lire un livre, mais voilà, avoir un petit moment, soit un tout petit moment tous les jours, ou alors vraiment et se réussir à s'octroyer. J'avais une maman que j'accompagnais, elle me disait, moi le samedi matin c'est pour moi avec mon chéri, on s'est entendu comme ça, le samedi matin c'est à moi, je fais ce que je veux. Et ça leur convenait très bien, ça marchait pour eux, tu vois. Mais c'est important, il faut en fait, et quitte à se forcer, mais il faut ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit quand on parle d'équilibre en devenant maman? On l'a pas encore abordé, mais je pense notamment aussi à l'alimentation. Ouais, l'alimentation, c'est un gros point parce que c'est sûr quand t'es maman, t'as beaucoup moins le temps, t'as beaucoup moins l'envie aussi. Et puis en fait, c'est un cercle vicieux parce que du coup, moins tu manges bien, plus tu vas être fatigué. Donc ça, c'est un gros point, l'alimentation. Donc encore une fois, accepter que ça va pas être parfait, mais d'avoir au moins des petites astuces, des choses que toi tu aimes, qui sont rapides à préparer, qui peuvent être ultra simples, mais tu sais que des ingrédients sains, des ingrédients entiers, tu vois, quitte à manger la même chose sur plusieurs jours si tu aimes, mais au moins il y a ça. Voilà, d'avoir en fait, garder cet équilibre en sachant que t'as des petits repères. Dans la maison, t'as toujours 2-3 trucs à grignoter rapides, sains. Si t'aimes les fruits, tant mieux. Au moins, c'est le truc le plus simple et sain que tu puisses faire. Mais après, tu vois, moi, les premiers mois de mon bébé, j'avais une folie. Il fallait que je mange au moins bien le matin. Je me disais, au moins, si je mange bien le matin, ma journée, c'est bon, j'ai au moins eu un vrai repas, tu vois. Donc le matin, je me faisais des wraps avec haricots blancs, une petite sauce tomate. C'était carrément simple. Les haricots blancs, ils sont en boîte. Les wraps, ils sont déjà préparés. Je mettais 2-3 tomates, un concombre vite fait, un oignon, tu vois. C'était super rapide à préparer. Mais je savais que voilà, au moins, il y avait des protéines dedans, il y a des fibres et j'ai un vrai repas. Le reste de la journée, je sais que je grignote, tu vois, t'es avec ton fils, pour un peu qu'il s'endorme sur toi pendant 3 heures et qu'il est trop mignon et que tu peux pas bouger, il faut au moins que t'aies un vrai truc, tu vois. Donc voilà, d'avoir, je sais pas comment dire, mais voilà, des aliments que toi tu aimes et qui sont sains, tout simplement. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des... Ouais. Est-ce que tu as des exemples? Alors du coup, et selon qu'on est végétarien ou pas, déjà d'avoir des fruits à la maison, rien que des bananes, tu vois. Au moins, c'est safe. Généralement, les gens, ils aiment les bananes, c'est rapide, ça cale un peu. Les fruits secs, j'avais beaucoup de fruits secs, des noix, des choses comme ça. Du chocolat, le chocolat noir. C'était le truc, après, même pendant ma grossesse, c'était mon go-to, le chocolat noir. Mais un truc que j'aime bien faire, tu vois, et que je recommande souvent à mes clientes, c'est d'avoir un Tupperware ou un petit bocal où tu mélanges du chocolat noir que tu casses avec, je sais pas moi, des raisins secs et puis des graines de courge ou des amandes. Et ça te fait ton petit mix. Mais c'est très simple parce que souvent tu vas l'acheter en magasin, t'as des huiles ajoutées ou du sucre ou des choses. Là au moins c'est super sain et le fait d'avoir le chocolat, t'as ce petit côté gourmand, tu vois, qui satisfait quand même. Donc j'avais toujours ça sous la main. Donc ça, c'est plutôt pour que ce soit les fruits, les bananes ou les graines de chocolat. Ouais. Pour grignoter, on va dire. Ouais. Honnêtement, pour moi, ça a été beaucoup de grignotage mes premiers mois, genre pas le temps de préparer à manger, ton enfant il mange pas encore non plus, donc t'as pas cette obligation de cuisiner, tu vois. Il dort beaucoup, donc t'es souvent bloqué. Donc moi, j'avais beaucoup de petits trucs sains, ou alors tu vois des bâtonnets de carottes et du houmous dans le frigo, ça aussi, en fait, des choses que je pouvais manger comme ça rapide, mais voilà, qui étaient pas malsains.
Sinon, au niveau des repas, j'avais la chance quand même, mon chéri il m'aidait beaucoup aussi, tu vois. Moi, j'allaitais mon fils, donc des fois, je pouvais rester longtemps avec lui au titi, et en fait, t'es bloqué. Et puis, j'ai eu une césarienne aussi, donc les premiers mois, t'es un peu handicapé, tu vois. C'est un peu, t'es bloqué sur ton canapé, tu peux pas faire grand chose. Donc en fait, le soir, lui, en rentrée du travail, il me faisait à manger, il essayait d'en faire aussi pour le lendemain. Donc j'ai eu ce côté aussi où j'ai eu de l'aide par rapport à ça. Même ma belle-mère, ma maman, dès qu'elle pouvait, elle m'emmenait à manger. Mais ça aussi, j'ai déjà vu un reportage justement là-dessus. Et t'as des mamans qui s'étaient fait des plannings en fait. Et chaque semaine, t'en avais une qui préparait à manger pour un groupe, tu vois. Et c'est cool d'avoir ce cercle amical aussi, tu vois, qui peut être là. Moi, je le fais tout le temps maintenant. Dès que j'ai une copine qui va accoucher, je prépare des plats et je lui emmène ou que tu mets au congélateur, et au moins tu sais que la première semaine c'est calé. Et en plus, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, à chaque fois qu'une maman accouche, on vient voir le bébé, personne s'occupe de la maman à part sa maman. C'est la seule personne qui était sûre qui s'occupe de la maman. Mais ouais, si vous avez des amis qui ont des bébés, amenez quelque chose pour les mamans, quoi. Surtout. Amener quelque chose à grignoter, donc. Ouais, encore mieux, ouais. Avec du chocolat, ça passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit quand on parle encore une fois d'équilibre? On a parlé pas mal d'être bien entouré, de communiquer, de réussir à s'octroyer des moments pour soi et à trouver un équilibre dans son alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui toi, en tant que maman, t'ont marqué? Ouais. Alors ça dépend encore une fois de beaucoup de personnes, mais tu sais, des fois t'as aussi des rêves dans la tête et tu te dis avoir un enfant, ça changera pas ta vie, pas tes choix, tu vas continuer de faire ci ou ça. Enfin, le cliché c'est t'as un enfant, tu peux plus voyager, tu vois. Et en fait, tu te dis non, rien n'est impossible. Mais c'est vrai que une fois que t'as l'enfant, ça peut compliquer les choses. Et ça aussi, ça peut être difficile parce que du coup, si t'es quelqu'un qui a tendance à être un peu plus téméraire ou à avoir un peu des coups de tête, tu vois, et que c'est comme ça que tu diriges ta vie, clairement, ça va se calmer un petit peu. Donc là encore, c'est je veux pas qu'on tourne en rond, mais c'est sûr que ça va être encore de trouver du temps pour soi et quitte à se trouver des nouveaux passe-temps, tu vois, des choses qui en fait, rester ouvert, quoi. Rester ouvert, sortir et ne pas hésiter à essayer de nouvelles choses. Tu vois, moi, j'ai essayé le cercle de Julia, je faisais pas de méditation, j'étais pas trop dedans, et en fait, ça m'a fait énormément de bien. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes aussi, et ça m'a ouvert sur un autre monde, tu vois, qui me nourrit énormément, parce que du coup, on parle de l'assiette, mais les relations sociales, c'est aussi quelque chose qui te nourrit l'âme et qui est ultra important. Et d'avoir vécu à l'étranger, t'es jamais à 100% bien là où tu es et tu veux toujours plus et tu penses toujours qu'ailleurs c'est mieux. Mais en fait tout dépend toujours de ton réseau aussi. Et je trouve que justement de pouvoir s'ouvrir à des choses différentes, de pas rester dans ton coin en fait, surtout parce que quand tu vas être maman, forcément tu t'es plus dans l'ambiance foyer. Et c'est important en fait de ne pas trop s'abandonner dans ce foyer-là et de rester ouvert à d'autres choses. Encore une fois, laisse le temps au temps. Si tu veux rester 1 an avec ton enfant, 6 mois, peu importe, hein, c'est normal aussi d'avoir ce moment où tu couvres ton bébé et que t'es juste là-dedans. Mais après ça, il faut absolument s'ouvrir pour pas regretter plus tard. Tu vois, t'as pas envie de te réveiller dans 5 ans et de te dire, oh, finalement, je suis juste une maman métro, boulot, dodo, maman, en fait, tu vois, et c'est juste ça tout le temps. Et je pense que c'est dommage de penser comme ça, tu vois. Alors oui, tu peux tout faire, c'est plus compliqué, mais tu peux trouver des alternatives, tu vois. Tu peux toujours trouver des alternatives qui sont plus pratiques, plus faciles et qui vont nourrir l'âme autant que, je sais rien, que de faire un tour du monde ou ce que tu veux quand t'as pas d'enfant, quoi. C'est accepter en fait ce changement et justement en tirer profit tout compte fait. Ouais. Et trouver les autres changements que ça engendre dans sa vie. Ouais, ça va te se dire que voilà, c'est juste une étape, une nouvelle étape de ta vie, et ne pas rester accroché aussi à ce que tu étais avant. Je pense que des fois on s'en veut un petit peu de se dire
je me sentais mieux avant, j'étais plus libre, tu vois, on a un peu ce côté, on est maman, il y a des choses qu'il faut pas dire, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est normal, en fait, de faire le deuil de ta vie d'avant aussi. Euh, et c'est même très sain, je trouve, tu vois, d'accepter de faire ce deuil, de se dire, bon, bah, voilà, ma vie avant, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, c'était trop bien, et aujourd'hui, bon, bah, je suis bloquée. Mais c'est pas que ça. Je suis bloquée, mais j'ai d'autres choses, et c'est une nouvelle étape, et je vais évoluer dans ce sens-là, et ça peut être encore mieux. C'est l'idée. Et même peut-être de se dire comment je fais pour pas être bloquée, comment je fais Ouais. pour le faire autrement Ouais. Ouais. et trouver ce truc. Je pense aussi à un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est cet équilibre entre être maman et être, alors toi du coup entrepreneuse, mais en tout cas entre la vie perso et la vie professionnelle, parce que ça aussi c'est un Ouais. changement. Comment Ouais. toi tu l'as vécu J'ai trouvé ça très difficile parce que, alors, autant j'adore accompagner, surtout des femmes, j'accompagne généralement des femmes. Puis ça a toujours été un peu ma vocation de vouloir aider les autres et me retrouver en consultation. Mais alors autant quand j'ai eu mon fils, en fait, je m'intéressais à plus personne. C'était que mon fils, moi, et du coup mes premières consultations, j'avais un peu du mal à décrocher, tu vois. Et une fois que le rendez-vous était là, bah j'étais vraiment dedans et ça me redonnait le plaisir de le faire, tu vois. Mais pour y aller, c'était super difficile parce que j'étais complètement ailleurs et je m'intéressais plus en fait à rien. Et en fait, tout ce qui m'intéressait, du coup, c'était l'alimentation des bébés, combien de tétés par jour, qu'est-ce qu'il y a dans les... Enfin, tu vois, c'était vraiment les questions que bébé. Euh, et en fait, bon, bah, le fait d'être entrepreneur, t'as la chance de pouvoir y aller petit à petit aussi. Bon, ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais moi, voilà, du coup, j'ai quand même pris les choses petit à petit. Et ça m'a permis de prendre le temps, de me remettre dedans vraiment plus sérieusement. Et puis, mine de rien, la présence sur les réseaux sociaux fait que tu attires un peu ce que tu reflètes. Donc au final, ça a recommencé à me passionner parce que je me rendais compte que j'attirais plus de femmes enceintes, de mamans. Et pour moi, c'était tout frais. Donc du coup, j'étais passionnée, j'avais envie de leur donner plein de conseils et de les accompagner jusqu'au bout. Donc ça a vraiment été une chance. Je me rends compte que ma clientèle évolue avec moi. Donc ça, c'est trop bien. Mais pour trouver l'équilibre, euh, ben, le fait de pouvoir continuer à travailler dans un environnement qui ressemble à ce que je vis, en fait, l'équilibre, il s'est fait tout seul. Tu vois, je suis quelqu'un qui va aller, tu vois, si j'allais en classe encore aujourd'hui, si un prof m'apprend un truc que je trouve trop cool, je vais rentrer à la maison et j'ai envie d'en parler à tout le monde. Tu vois, je suis ce genre de personne qui, j'apprends un truc, il faut que tout le monde le sache. Donc du coup, pour moi, ça s'est fait très naturellement de vouloir recevoir des femmes enceintes ou des nouvelles mamans et de vouloir les conseiller et être là pour elles et tout. Donc mon équilibre de ce côté-là, il s'est fait quand même assez naturellement. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai recommencé vraiment le travail temps plein. Il avait 1 an, mon fils, quoi. Donc, j'ai eu le temps un petit peu. tu t'es accordé ce temps en fait. Ouais, je me suis accordé ce temps. Après, je le savais, en faisant un enfant, je savais que j'avais envie de rester avec lui pendant sa première année. Donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais Tu as choisi de pouvoir. j'ai choisi de pouvoir le faire, ouais. J'ai communiqué avec mon conjoint pour pouvoir le faire. On s'est arrangé, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Parce que c'est pas facile non plus, tu vois. Tout n'est pas là sur un plateau d'argent, c'est vraiment des choix. On n'a pas été riche, on n'a pas... Enfin, des fois, tu regardes sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que la vie des gens est parfaite, tu vois, ah mais eux ils ont de la chance parce que ça se voit, ils ont de l'argent, ou parce que ça se voit, ils ont aussi qu'on leur a donné, ou peu importe la raison. Et en fait c'est pas ça, c'est des choix, tu vois. Et nous on a eu plein de galères notre première année, mais c'était catégorique, je voulais être présente pour la première année de mon fils. Donc voilà, c'était effectivement un choix. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder? Euh, sur le fait d'être maman, on parlait des réseaux sociaux, je pense le fait de pas se comparer. Euh, ça va revenir un peu à la santé mentale, mais même pendant une grossesse, j'ai eu des clientes ça m'a fait beaucoup de peine, tu vois, j'ai des clientes qui m'ont dit plusieurs fois,
ah mais toi ta grossesse elle était parfaite, moi je comprends pas, mon corps il y a rien qui va, en plus je suis trop moche, en plus je me dégoûte et plein de choses comme ça, tu vois, parce que sur les réseaux sociaux forcément celles qui se montrent généralement c'est celles qui vont très bien et c'est vrai que j'ai eu une belle grossesse et j'ai montré quelques photos, tu vois, et et en fait c'est un bon, tu sais hein, que c'est un danger les réseaux sociaux. Mais de ce point de vue-là, vraiment de se souvenir qu'il faut pas se comparer. Tu sais pas en fait ce que les autres y vivent. Effectivement, j'ai eu une belle grossesse, ça a été la vérité, ce que j'ai posté sur mes réseaux. Mais j'ai eu un accouchement qui m'a traumatisée. Donc, tu vois, on sait jamais ce que la vie te réserve, on sait jamais ce qui se passe vraiment chez les autres. Et vraiment recentre-toi sur toi, sois toi et ton nombril. Et et tu vois, pareil après pour l'évolution de ton enfant, s'il marche pas à quatre pattes en même temps que suit ta copine, s'il dit pas ses premiers mots en même temps, peu importe, vraiment de pas se comparer. Au bout d'un moment, tout le monde fera la même chose. Et si c'est pas le cas, entoure-toi des bonnes personnes, trouve l'entourage qu'il faut. Mais mais si les réseaux, tu sens que ça te fait du mal ou tu sens que ça te met dans un tourbillon un peu noir, un peu sombre, franchement, supprime tes réseaux. Ce serait le meilleur conseil que j'aurais parce que même moi qui suis dans le milieu, qui suis assez consciente de tout ça, je peux me faire avoir, tu vois. Donc d'autres personnes qui vont regarder des naturaux comme moi sur les réseaux ou d'autres personnes qui sont supposées représenter le mode de vie sain, le bien-être et tout, ils peuvent facilement se comparer, tu vois. Et moi aussi, ce que je poste, c'est ce qui mes réseaux sociaux, moi, c'est pour m'inspirer. Donc, pour inspirer les autres, mais pour m'inspirer moi aussi. Donc, si je poste mes jolis plats, si je poste que j'ai fait du sport, c'est parce que moi aussi, quand je vais voir mon feed, c'est la meilleure version de moi-même, tu vois. Et ça m'inspire de voir la meilleure version de moi-même. T'en as qui vont être crus et qui vont mettre de tout, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, je vais faire ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais c'est pas la vérité. Il y a des hauts, des bas, ce qu'on voit sur les réseaux. En tout cas, pour moi, c'est les hauts. Euh, et encore que je suis dans le milieu, donc forcément, les gens, ils savent que voilà, je fais attention et tout. Mais ouais, en gros, voilà, c'est de pas se comparer, de pas se laisser avoir par ce qu'on peut voir. Et de façon plus générale, c'est important de pas se comparer, justement, de se concentrer sur soi. Parce Oui. qu'on est tous différents, en fait. Ouais. Donc, C'est difficile de trouver la limite entre ne pas se comparer et trouver de l'inspiration, chercher l'inspiration, vouloir être motivé, tu vois. Et il faut vraiment être alerte justement à quand est-ce que t'es motivé et quand est-ce que tu te juges, tu vois. quand est-ce que ça... Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à Nané, qui était une médecin généraliste et qui parlait justement des réseaux et qui disait, mettez-vous face à cette page et dites-vous, est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle m'inspire? Est-ce qu'elle me motive ou pas? Ouais. En fait, c'est ça la question. C'est important aussi, en effet, de réussir à se motiver éventuellement. Ouais. Mais le plus important, c'est de se dire, est-ce que ça me fait du bien, quoi? Ouais. Et c'est là la limite, je pense. Ouais. Et puis à différents moments de ta vie, en fait, la même page peut te faire du bien ou pas du tout. Exactement. Voilà. Donc ouais, c'est vrai à 100%. Après, même peu importe la page, des fois c'est juste fais une coupure, quoi. Fais une coupure, oublie, recentre-toi juste sur ta famille et toi, quoi. C'est on va garder ça pour la fin, mais parce que c'est tout aussi important de le dire. Concentrez-vous sur vous et ne vous oubliez pas et pensez à vous, quoi. Ouais. Avant de clôturer, j'ai un petit exercice à te faire faire. C'est l'exercice du vrai-faux. Ouais. Donc, pour rappel, je te donne des phrases. Tu me dis si selon toi, elles sont vraies ou fausses. Okay. Il est normal de se sentir toujours épuisé après l'accouchement. Ça dépend de ton accouchement, mais oui. Si t'as eu une césarienne programmée et que tout s'est très très bien passé, tu seras peut-être un peu moins fatigué que si t'as eu un travail de 30 heures. Mais oui. De façon générale, c'est normal et c'est humain de se sentir fatigué. Ouais. Ça a été le premier sujet que tu as abordé dans les défis justement de devenir à maman. Ouais. Et c'est ok et il faut l'accepter. Hein. Ouais, c'est carrément ok. Il faut le vivre. Il faut vivre cette fatigue pour pouvoir passer au travers. On retiendra ça. Les nouvelles mamans doivent se concentrer sur leur nouveau rôle. Oui, pendant une certaine période, surtout les premières semaines. Après, une nouvelle maman,
on est toutes mamans de toute façon, tu vois. T'as des mamans qui rêvent d'être maman au foyer, t'as des mamans qui, en fait, leur carrière, c'est presque égalité avec leur enfant. Enfin, on est vraiment tous différents, donc je veux pas non plus normaliser, mais selon moi, il faudrait quand même quelques semaines vraiment dans le rôle de maman pour, en fait, encore une fois, passer au travers pour accepter cette transition, cette nouvelle vie, tu vois. Et c'est intéressant, tu parles de quelques semaines. Ce qui est important peut-être de rappeler aussi, c'est que ce n'est pas se concentrer uniquement sur ce nouveau rôle. On le disait, être maman, ce n'est pas qu'être maman. Ouais. C'est être une femme aussi, c'est être une femme pour son homme, une femme pour soi. Mais c'est vrai que, quand je dis quelques semaines, je prends en compte aussi celles qui doivent repartir au travail tout de suite, tu vois. Et que, honnêtement, pour moi, c'est des mamans warriors, je n'aurais pas pu. Mais ça peut être franchement quelques mois. Enfin, ça dépend encore une fois de chacune. Mais si je reviens à moi, ça a pris bien minimum 6 mois dans mon rôle de maman à fond, tu vois. Et c'est ce qu'il fallait pour moi. Mais voilà. C'est chacune. Ça. Mais il y a une limite. Voilà, c'est ça. Il y a une limite. Au bout d'un moment, il faut accepter que il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Le papa ne peut pas tout comprendre. J'ai envie de dire vrai. Parce qu'il voit pas, il comprend pas forcément tout ce que tu ressens dans le ventre déjà pendant 9 mois. Il a pas accouché, même s'il était là. En fait, on comprend tous les deux des choses différentes. Nous non plus, on peut pas tout comprendre. J'ai dans le rôle du papa. Mais moi, je l'ai bien vu avec mon chéri. C'est quand j'ai accouché. Moi, j'avais une connexion ultra forte avec mon bébé tout de suite. Alors que pour lui, tout était nouveau, tu vois. Et ça lui a pris, encore une fois, quelques semaines pour vraiment créer cette connexion, ce lien, et qu'il se sente vraiment papa et qu'il développe vraiment cet amour paternel, tu vois. Alors que chez la maman, rien que le cerveau, il change, tu vois. Donc, il se passe plein de trucs, il y a les hormones, c'est instinctif, tu vois. T'as besoin d'être maman et c'est là et c'est naturel. Chez le papa, ça se fait au fur et à mesure, au final, comme nous pendant 9 mois, sauf que lui, ça commence à l'accouchement, voilà. Et est-ce que, encore une fois, c'était pas différent en fonction de chaque personne? Oui. Parce que moi, ça me fait penser à ce truc, tu sais, on a ce truc de quand on te met bébé sur toi et que ça y est, c'est le coup de cœur. Ouais. Moi, j'ai quelques amis qui m'ont dit, mais ça n'a pas été le cas et c'est ok aussi, en fait. Ouais. Et je pense que c'est ok de pas tout comprendre. Je parlais du papa parce que je trouve ça honnête et je trouve ça bien que tu dises oui, c'est vrai selon moi. Ouais. C'est important aussi de souligner que parfois on peut avoir ce sentiment de se dire on se comprend pas l'un l'autre et on a du mal à comprendre les sentiments de chacun. Et encore une fois, faut communiquer. C'est ça. Et donc ça rappelait que c'est important de communiquer et que c'est important de se dire on est tous différents et on ne peut pas tout comprendre l'un de l'autre. Mais honnêtement, s'il y a des nouveaux papas qui écoutent, ou des nouvelles mamans qui comprennent pas leur conjoint ou quoi, enfin, c'est carrément normal. C'est carrément normal que ça prenne plus de temps. Je pense que même scientifiquement, enfin, j'avais vu des études là-dessus. Ça peut prendre jusqu'à 5 mois pour un papa pour vraiment créer cet amour fort paternel envers son bébé. Tout simplement parce que à 5 mois, l'enfant commence plus à sourire, à avoir des mimiques. Et en fait, du coup, il commence à avoir un échange, tu vois, entre les deux. Et jusqu'aux 5 mois, encore une fois, ça dépend. Hein. T'as des papas qui vont avoir le coup de foudre dès le début. Et en fait, ça va... mamans, non. Oui, voilà. Et en fait, t'as des papas qui vont avoir le coup de foudre aussi, mais qui sauront pas se l'expliquer, mais en même temps, qui vont avoir cette distance, tu vois, avec le bébé. Et franchement, c'est ok. C'est vraiment ok. Ça va venir au fur et à mesure. Il faut, tant que le papa, il est là et qu'il sait que voilà, c'est son fils et qu'il y a un amour qui est là, ça va faire que évoluer, mais de façon exponentielle, en fait. Plus l'enfant, il va développer son caractère et plus il y aura la connexion avec le papa. Carrément. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Si c'est vraiment difficile et que il n'y a pas toujours la famille, la belle famille qui peut aider, que des fois on est vraiment au bout du rouleau, ou même que le papa il est pas là et qu'on doit gérer tout seul. C'est sûr que là tout ce qu'on a dit, c'est quand même une situation banale, mais en même temps j'ai envie de dire où on a de la chance quand même, tu vois. Mais si on n'a pas tout ça,
Par contre, ça quand même, tu vois, on utilise des petits outils aussi quand même pour essayer de vaincre tout ça. Donc moi, je pense que j'aurais fait si j'avais pas toute cette aide et que je savais qu'il fallait que je me reprenne en main toute seule et que je le fasse bien. Je pense que je me serais acheté, tu vois, genre je me ferais peut-être des smoothies le matin où je sais que ça peut être rapide, je peux le boire en même temps, bouger, tenir mon bébé, tu vois. Et dans le smoothie, tu peux mettre plein de trucs. Donc là, tu mets tous les super aliments que tu peux avoir. Selon si tu allaites ou pas, il y a quand même plein de choses que tu peux consommer. Ou sinon, ou même juste de la poudre de protéines, mais une poudre de protéines de qualité, mais au moins quelque chose qui fait que voilà, tu vas tenir, t'as un minimum de protéines, s'il y a un peu de fer dedans, tant mieux. Ou sinon des fleurs de bac, tu vois, des fleurs de bac pour t'aider à gérer, en fait plein de choses. Des fleurs de bac pour t'aider quand t'es enceinte à gérer le changement physique, si t'aimes pas prendre du ventre, que t'as peur de pas t'accepter, ou pour le après, t'as des fleurs de bac pour ça. Si t'as un accouchement traumatisant, t'as des fleurs de bac pour ça. En fait, les fleurs de bac, t'en as 37, chacune travaille pour des états d'âme différents. Donc franchement, tu vas toujours trouver une fleur qui pourra t'accompagner si t'es en grosse dépression, si t'es en grosse léthargie, t'as plus du tout d'énergie. Si t'as une grosse flemme, t'as une fleur qu'on appelle un peu la fleur de la flemme du lundi matin, tu vois, où t'as envie de rien faire, juste faire la vaisselle, pour toi c'est insurmontable, tu vois. Donc voilà, les fleurs de bac, moi c'est vraiment mon truc. Si je sais que j'ai besoin d'un coup de pouce qui peut pas m'être donné ailleurs, ça va être mon go-to. Je dirais que le mot de la fin, du coup, c'est n'hésitez pas à vous faire aussi accompagner par tous ces petits conseils que tu nous as donnés et par des professionnels de santé si jamais on en ressent le besoin. C'est encore une fois, c'est ok. Et c'est important. C'est important pour la santé de la maman, pour la santé du bébé. Et s'il y a le couple, pour la santé du couple. Ouais. Merci beaucoup Joy pour tout ça, Merci. pour tes conseils. Avant de finir, j'aurais une dernière petite question, histoire qu'on finisse sur un truc un peu fun. Est-ce que tu as une anecdote justement assez marrante à nous raconter sur ta maternité? Oui. Alors j'en ai deux du coup. La première c'est ne pas... En fait, franchement, n'ayez aucun a priori sur ce qui va arriver en tant que maman, parce que chaque bébé est différent, chaque maman est différente, tout est différent. Et moi, par exemple, ma mère, elle a eu 2 filles qui elle m'a toujours dit, vous avez fait vos nuits super vite, on vous a emmené partout, ça nous a pas empêché d'aller au restaurant, d'aller faire la fête, on vous a emmené, vous dormiez n'importe où, et c'était très facile. Et du coup, toute ma grossesse en plus qui se passait super bien, moi j'avais aucune appréhension. C'était vraiment en mode ma vie elle changera pas. Et voilà, j'ai même des copains qui me disaient qu'ils avaient vu leurs amis emmener leur bébé en soirée et tout. Et j'étais comme bon en fait ça va être cool quoi, relax. Et en fait pas du tout. En fait pas du tout. Tu vois, moi le mien, il a commencé à faire ses nuits, je pense qu'il avait 15 mois. Et même ma mère, elle comprenait pas, elle me dit mais tu fais quoi? Mais comment ça se fait? Mais il a un problème, t'en as parlé avec la pédiatre? Et c'était comme mais oui, mais maman, la pédiatre elle me dit que c'est normal. Je fais mais non, mais vous dormiez. Je fais en fait non, voilà, tous les enfants sont différents, c'est normal et c'est chacun pour sa pomme. Donc il y a ça. Et puis aussi moi du coup j'ai un garçon et dans ma famille on est quasiment que des filles. Et du coup, personne ne m'avait prévenu que quand tu changes la couche d'un garçon, le pipi peut aller partout et que t'es jamais préparé. Donc ça, c'est assez drôle. J'ai une amie qui m'a offert un jour, je crois que ça s'appelle des petits pipis. Et du coup, c'est des tipis en coton que tu mets sur le zizi du bébé pendant que tu le changes. Et je trouve ça très drôle. Et je pensais jamais l'utiliser. Et en fait, c'est très, très pratique. Donc voilà, des petites choses que tu peux pas t'attendre, que t'es une fille ou un garçon. Ouais, tu peux avoir des petits jets de caca. Il y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont super fun. Et ce qui est drôle, c'est que généralement, quand ça arrive, t'as pas le conjoint qui est là pour t'aider, mais qui est là avec son téléphone pour filmer ce qui se passe. Mais c'est vraiment cool de le prendre à la rigolade et de se souvenir de ça plus tard, quoi. On se souviendra donc des petits pipis. Ouais. Bon, mon pauvre garçon, si un jour il entend ça. Mais oui. Mais comme quoi, ça peut sauver. J'allais dire, ça peut sauver des vies. Ouais. Je rappelle, mais peut-être pas les vies, mais ça peut le sauver, ouais. Écoute, merci pour ces petites anecdotes. On se souviendra de ça, là. Encore une fois, merci. Et j'ai envie de dire peut-être à une prochaine fois. Ouais, à une prochaine fois. Nana, merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs,
Si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.